Mesdames, Messieurs, bonjour. À l'émission Le Touche à tout, comme première invitée aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la coordonnatrice des communications au Cégep de Thetford, Mme Edith Jacques. Bonjour Edith. Bonjour. Le Cégep, vous avez eu une belle nouvelle, même dans le temps actuel, là, dans le temps de la pandémie, mais à l'automne, vous avez eu une très belle nouvelle. Le Cégep va offrir un nouveau programme de formation. Effectivement, on a reçu l'autorisation permanente d'offrir un tout nouveau programme qui n'existe pas actuellement. Donc, c'est rare qu'on vit ce moment-là. Donc, le gouvernement, le ministère de l'Enseignement supérieur a annoncé qu'il créait le nouveau programme technique de pharmacie. Donc, un programme technique de 3 ans qui va être offert dès l'automne prochain. Quand tu dis technique de pharmacie, oui. Mais c'est un besoin pour combler quel besoin? En fait, l'Ordre des pharmaciens du Québec réclamait une formation depuis quelques années. Je vous explique, dans le domaine actuellement, il y a les pharmaciens. Lorsqu'on va à la pharmacie, on voit les pharmaciens qui ont fait des études universitaires et ils sont accompagnés d'assistants techniques en pharmacie qui, eux, ont fait des études professionnelles. Alors, les DEP qu'on connaît... Ça, c'est au niveau secondaire, hein? Oui, c'est le tremplin, par exemple, à Thetford, donc le diplôme d'études professionnelles. Alors, dans notre région, on offre d'ailleurs la formation en assistant technique. Alors, le Cégep de Thetford, donc, on a reçu l'autorisation permanente d'offrir le DEC en technique de pharmacie. Alors, ça va être des techniciens pharmaceutiques qui vont venir collaborer avec les assistants techniques qui travaillent présentement sur le marché du travail et aider les pharmaciens à se dégager de certaines tâches administratives. Puis là, tu dis que c'est un tout nouveau programme, ça n'existe pas du tout. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun cégep qui n'offre cette formation-là présentement. Alors, on a reçu le devis, si on peut dire, du ministère de l'Éducation. Alors, nous, toute notre équipe pédagogique est en train de développer le programme, de déterminer quelle sera la couleur locale. On travaille avec différents partenaires de la région, des pharmaciens, le centre de santé, le tremplin, pour déterminer le programme et être prêt. On embauche nos enseignants qui sont des pharmaciens et pour être prêts à l'automne prochain à offrir cette formation-là. OK. L'automne 2021. Automne 2021. Okay. Au mois d'août. Moi, ça commence toujours au mois d'août, au mois d'août. À peu près. Oui, exactement. Okay. Mais il y a combien de cégeps là, dans la grande région Chaudière-Appalaches qui va offrir ce programme-là? Pour la région de Chaudière-Appalaches, on est le seul cégep, donc c'est la raison pourquoi on était si fiers. Alors, on va avoir des étudiants qui vont venir des régions avoisinantes et même, je vous dirais, de Sherbrooke, par exemple, il va y avoir des étudiants qui vont venir parce que le cégep de Sherbrooke n'offrira pas, cégep de Victoriaville, donc dans les régions avoisinantes de la région de Thetford. Okay. Alors, ça va nous amener une nouvelle clientèle. On attend pour l'automne prochain environ 40 nouveaux étudiants. Qui ne seraient pas venus au cégep. Alors, quand vous disiez une bonne nouvelle, c'est la raison pourquoi on était si contents. Oui, parce que le cégep de Thetford dépasse toujours les objectifs qui étaient prévus par le ministère. Oui. Moi, je me souviens que le directeur, ton DG, était venu ici, puis Robert avait dit on est toujours au-dessus des prévisions. Fiers, oui. Alors ça va aider, ça. S'il arrive une 30-40 étudiants, puis quand on dit un DEC, là, c'est diplôme d'études collégiales. Oui. Ça, c'est 3 ans. C'est 3 ans. Okay. Donc, on peut penser que dans 3 ans, il va y avoir une centaine d'élèves de plus. On va avoir une centaine de nouveaux étudiants. Oui, effectivement. Ça, c'est à part des enseignants qui seront des pharmaciens. Oui, exactement. Là, on parle vraiment de nouveaux étudiants. L'année prochaine, à l'automne prochain, c'est environ 40 qu'on va en accueillir. Donc, 100 nouveaux étudiants dans une période de 3 ans. Et qui pourront être ces nouveaux étudiants-là? Est-ce que ce sont des finissants du scolaire, là, du secondaire? Oui. Est-ce que vous avez, vous autres, l'éducation permanente, mais ça ne s'appelle plus comme ça, là? En fait, le DEC de pharmacie s'adresse autant, évidemment, oui, aux jeunes secondaires, donc ceux qui vont avoir leur diplôme d'études secondaires, mais également la clientèle adulte. D'ailleurs, on a effectué certaines séances d'information dans les dernières semaines pour informer la population ou répondre aux questions des gens qui sont intéressés. Et on remarque qu'on a beaucoup d'adultes, des gens qui sont déjà dans le domaine pharmaceutique, qui travaillent
travaillent dans nos pharmacies de notre région et qui souhaitent avoir une amélioration de leurs conditions de travail ou des tâches, en fait, ou tout simplement changer de travail. Donc, on a certains étudiants qui sont déjà, certaines personnes qui sont déjà sur le marché du travail et qui souhaitent aussi faire la formation. Puis dans ce cas-là, ces gens-là on va pouvoir leur reconnaître des acquis. Ah, oui. Donc, il va y avoir une Oui, reconnaissance parce que quand on a beaucoup d'expérience, on a des gens qui ont 10-15 ans d'années d'expérience dans le domaine. Alors, il va y avoir une reconnaissance des acquis qui va être possible pour cette clientèle-là. Donc, c'est un programme qui s'adresse à tout le monde qui sont intéressés de refaire un diplôme d'études collégiales et de travailler dans le domaine pharmaceutique. En autant qu'ils auront un diplôme secondaire. Oui, exactement. OK. Alors, oui. à partir de ce moment-là, la porte est ouverte. Exactement. Mais 40, est-ce que c'est un maximum, ça, ou vous pourriez agrandir un peu? Présentement, non, c'est un maximum qu'on va pouvoir accueillir. Donc, on parle d'un programme qui sera contingenté. Ah, alors, oui, OK, oui. il va falloir, quand on parle d'un programme contingenté, les étudiants vont devoir faire leur demande d'admission avant le 1er mars. C'est ce que ça veut dire, parce que le 1er mars, le programme risque d'être plein. Donc, Oui. étant donné que parce que souvent, pour tous les domaines de la santé, c'est des programmes populaires. Donc, quand on parle de contingenté, c'est qu'il y a beaucoup de monde que ça l'intéresse. Puis les programmes santé, souvent, c'est très populaire. Bon, là, on est dans la semaine du 18 janvier. Oui. Et tu me dis, il faut qu'ils s'inscrivent avant le 1er mars. Oui. Mais à partir de quand? À partir du 26 janvier. La semaine prochaine? Oui, sur le site du SRAC. S-R-A-Q. Il y a un C, Service régional collégial de Québec. S-R-A-C-Q. S-R-A-C-Q. OK. Donc, pour ceux qui sont habitués de faire des demandes, ou sinon sur le site du Cégep de Tête-Feuille, c'est très bien expliqué. OK. Alors, les gens doivent faire une demande d'admission entre le 26 janvier et le 1er mars. Bon, s'il y a des étudiants, des finissants de secondaire 5 qui nous écoutent, ils n'auront pas le diplôme de fin d'année, là, eux autres, là, mais ils peuvent s'inscrire pareil. C'est toujours comme ça. Ah, on bon, les admet sous condition Moi, de ça fait recevoir. trop longtemps que je ne suis pas allé à l'école, c'est pour ça. Excuse-moi. En général, pour le cégep, là, on parle aujourd'hui de la technique de pharmacie, mais tous les programmes qui sont offerts au cégep, les demandes d'admission vont commencer le 26. Et là, tu dis que le programme de de cette nouvelle formation-là est en cours. Oui. Mais les gens qui vont sortir dans 3 ans, là, oui. Ils vont pouvoir faire quoi de plus que ceux qui ont un DEP, là, un DEP? En fait, c'est des tâches complètement différentes qu'ils vont faire, puis c'est des tâches davantage administratives, cliniques. Je vous donne l'exemple, les gens qui vont faire le DEC, c'est eux probablement qui vont gérer le personnel. Ils vont s'occuper de la gestion du personnel. Ah oui? Donc, de faire, par exemple, les horaires de travail des gens qui travaillent. Ils vont aussi contrôler tout l'approvisionnement de la pharmacie ou des produits pharmaceutiques, la gestion des stocks, les achats, l'entreposage. C'est aussi des gens qui vont pouvoir collaborer, aider le pharmacien avec la prise en charge des médicaments. Donc, lorsqu'on va rencontrer le pharmacien. Donc, c'est des gens qui vont pouvoir collaborer avec les pharmaciens à ce niveau-là, qui vont contrôler toute la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est des tâches qui sont davantage octroyées aux pharmaciens qui vont être relayées maintenant à nos étudiants techniques. Autrement dit, les pharmaciens, ils vont faire de la pharmacie. Oui. Pas de la gestion. Exactement. C'est des tâches un petit peu plus de gestion. Puis souvent, les pharmaciens, l'ordre des pharmaciens disait que c'était, eux, c'est ce qu'ils aiment, hein, faire des tâches davantage pharmaceutiques, puis le volet gestion. Alors, ils seraient davantage délégués aux étudiants de formation technique. Et c'est d'autant plus le bienvenu, j'imagine, parce que les pharmaciens ont de plus en plus de tâches. Oui. Là. Les médecins en délaissent quelque peu pour les donner. On l'a vu aux nouvelles, hein? Exactement. Oui. Donc, c'est pour ça que les pharmaciens, depuis plusieurs années, qui réclamaient d'avoir une nouvelle formation, puis en plus, avec les ajouts de tâches qu'ils ont eues dans les dernières années. Donc, oui, c'est très bien vu. On travaille présentement avec les entreprises de notre région, hein, parce qu'il faut le dire, ces étudiants-là vont pouvoir travailler dans les pharmacies, donc les Jean Coutu, toutes les pharmacies de notre région, Pharmaprix et ainsi de suite. Ils vont pouvoir aussi travailler pour le centre de santé, pour la pharmacie de notre centre de santé. Donc, ils vont avoir plusieurs possibilités d'emploi. On se parle, là, puis je serais curieux de savoir, moi, le 1er mars, combien vous allez avoir reçu d'inscriptions, mais d'après moi, là, 40.
Ça va être des inscriptions, Oui. mais des demandes d'admission, avoir le rythme des questions qu'on reçoit. On risque d'en avoir plusieurs, mais c'est la beauté du programme. On va... Mais c'est qui, finalement, qui va faire le choix, là, de dire on prend celui-là et non pas lui? C'est une question de préalable, c'est une question de... Quand on parle de contingentement, on regarde les notes au niveau scolaire. Oui. Quand il y a beaucoup de monde... Oui. Et, vous devez vous attendre à avoir une quantité assez impressionnante de candidatures. C'est difficile à dire, étant donné que c'est la première année, mais oui, étant donné le grand territoire quand même qu'on couvre, comme je vous disais, on s'attend à ce que les gens de l'Estrie fassent des demandes, les gens du centre du Québec, des Bois-Francs, oui. de la Beauce, évidemment, de la région de Chaudière-Appalaches, de notre région. Donc oui, on s'attend quand même à une bonne quantité de demandes d'admission. Puis il y a des préalables, donc ça prend certains préalables au niveau secondaire ou dans mon temps, les sciences physiques. Donc on va regarder les préalables des étudiants, puis il va y avoir une sélection qui va être faite. Mais... Il reste 30 secondes, oui. Donc rappelons que ceux qui sont intéressés, ils peuvent aller sur le site qui s'appelle Cégep. Là, ils vont aller sur le site du Cégep. Comment c'est quoi le... www.cégeptetford.ca. Et ils vont aller dans la page du programme Technique de pharmacie et toutes les informations sont présentes. Puis ils peuvent même venir nous visiter, étudiants d'un jour, ou nous questionner, nous appeler. Même en virtuel avec le COVID, on les reçoit. Donc, s'ils ont des questions. Bien, merci beaucoup, Edith. Ça fait plaisir. J'avais le plaisir de recevoir la coordonnatrice des communications du Cégep de Thetford, Mme Edith Jacques, qui est venue nous parler du nouveau programme de formation en technique de pharmacie. Demeurez des nôtres, l'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité à l'émission, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que vous allez reconnaître parce que je le reçois souvent et avec raison. C'est le représentant de la FADOC Thetford, Maurice Boulet. Bonjour, Maurice. Bonjour, Pierre. Là, aujourd'hui, on va parler d'un programme ou d'un problème. Un problème. Assez spécifique. Pour plus de protection des personnes aînées contre les abus financiers en matière de logement. Là, vous êtes 3 partenaires, 3 organismes dans la région qui avaient décidé de mousser pour que les gens s'inscrivent à une pétition sur le site de l'Assemblée nationale. Tu vas tout nous expliquer ça en une douzaine de minutes. Alors, quand tu parles d'abus financiers en matière de logement, qu'est-ce que tu entends? C'est parce qu'entre autres, au niveau du logement, il y a un bail. Et le bail que les gens doivent signer, puis ça concerne toute personne. Mais nous, on favorise notamment les personnes aînées pour amener le gouvernement à modifier beaucoup d'articles du bail. Et à ce moment-là, c'est ça. Puis il y a d'autres éléments aussi, d'autres irritants dans le système qui peuvent provoquer des abus financiers. Comme? Le principal sont au niveau du logement. Il y a le bail, donc le coût réel. Et après ça, il y a l'annexe au bail. L'annexe au bail, à un moment donné, les gens, le propriétaire peut augmenter le coût des services comme il veut. Il n'y a pas de ticket modérateur. Pas de ticket modérateur, c'est dangereux. Ben oui, c'est ça. Okay. Donc, ça peut créer des abus financiers à l'intérieur de ces personnes-là. Et c'est un problème qui est présent à la grandeur du Québec. C'est pour ça que le réseau FADOC a déposé un mémoire sur le site de l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça qu'on mobilise les gens à grandeur du Québec, moi particulièrement dans le secteur MRC des Appalaches, pour qu'à un moment donné, ça puisse bouger, pour qu'on puisse à un moment donné exercer la plus grande pression possible auprès du gouvernement qui bouge. Oui, alors comme je disais tout à l'heure, vous êtes 3 organismes dans la région, donc il y a la FADOC, il y a le Conseil des aînés et l'ACEF, l'Association coopérative d'économie familiale, Beauce, Appalaches, Etchemin. C'est ça. C'était pour dire amiante, là, mais Beauce, Appalaches, Etchemin. Mais dans le communiqué que vous avez émis, là, vous parlez de l'article F d'un propriétaire d'immeubles locatifs construits ou transformés à des fins locatives depuis 5 ans au moins. Lui, là, il a le droit de faire ce qu'il veut pendant 5 ans, si je comprends bien. C'est ça. Il peut augmenter le taux du logement quand il veut. Il n'est pas obligé d'y aller avec la régie du logement et respecter les normes là, du tribunal administratif du logement. Il peut fixer le montant qu'il veut et le 5 ans, tant qu'il opère comme la bâtisse est habitable depuis au moins 5 ans. À ce moment-là, ça lui donne un privilège absolu de fixer le montant. Et surtout, cet article-là
empêche le signataire de contester. Le signataire du bail. Du bail. Le locataire. C'est ça. Tout ce qu'il a à faire, tout ce qu'il peut faire, c'est de contester, mais les contestations ne sont pas reçues par le tribunal administratif du Québec, et de s'en aller dans les 30 jours de fin du bail. Et ça, c'est l'élément encore le plus critique, déménager dans les 30 jours. Oh, palais. Oui, hein? Là, tu viens de parler du tribunal administratif du logement. C'est-tu ce qu'on appelait jusqu'à tout récemment la régie du logement, ça? La régie des loyers, comme on disait? C'est ça. Ça vient d'être changé pour lui donner, dans le cadre de la loi, un peu plus de pouvoir. Mais habituellement, là, quand on est locataire dans un logement, puis que le propriétaire nous envoie son avis d'augmentation, on a le droit de contester. Là, maintenant, on va appeler ça le tribunal administratif du logement. On a le droit de contester. Sauf si je suis dans une bâtisse qui a moins de 5 ans. C'est ça, habitable depuis moins de 5 ans. 5 ans ou moins. Ouais. Est-ce que ça voudrait dire, ça, qu'il peut avoir un propriétaire qui, pour remplir sa nouvelle bâtisse, met un prix très raisonnable, mais l'année suivante augmente à un pourcentage exagéré. Mais là, moi, où je m'en vais, où je paye, parce que je ne peux pas contester. C'est ça. Au palais. Et là, c'est là que vous autres, vous dites aux gens, ben là, faudrait signer la pétition qui est disponible. De quelle façon les gens peuvent aller signer la pétition? Bon, actuellement, on a mis la pétition sur le site de la CEF. OK. C'est www.acef-abe.org. C'est ça. Donc, mais en allant sur le site de la CEF, ils vont pouvoir se diriger pour aller signer la pétition. Vous allez arriver directement sur comment faire. OK. Donc, la procédure est là. Okay. Et un peu plus tard, c'est marqué pétition. Vous cliquez sur pétition. Vous arrivez directement sur l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, vous avez tous les éléments d'information, les considérants. Pourquoi? Pourquoi ça se passe? Puis à ce moment-là, dans le deuxième temps, vous avez complété. Oui. Dans le bas de la feuille, il y a des mots de passe. Oui. Difficiles à lire. Et à partir de ça, tant que vous avez cliqué sur les mots de passe... Pour prouver qu'on n'est pas un robot. C'est ça. À partir de ça, vous devez compléter. Votre pétition est reçue à l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, on vous retourne un courriel pour dire qu'ils l'ont bel et bien reçu. Puis il faut confirmer. Il faut vous confirmer, je veux dire immédiatement, que finalement, vous êtes bien la bonne personne, s'assurer que c'est ça. Et à ce moment-là, on vous renvoie une réponse en disant que tout est correct. Oui. Ben moi, je l'ai déjà signé, cette pétition-là, Maurice. C'est pour ça que je sais un peu comment m'y prendre. C'est ça. L'autre élément, c'est une signature par personne. Donc, je veux dire, il utilise votre courriel pour s'assurer qu'il y a juste une seule personne qui le fait. Si votre conjointe ou vos enfants la signent, à ce moment-là, il faut qu'il y ait une adresse courriel personnelle pour pouvoir le faire. Donc, il y a un seul signataire. Et ça crée quand même des sérieux problèmes de compréhension. Il faut respecter la procédure à suivre parce que c'est important. Et ce n'est pas juste la personne de 90 ans qui peut signer. Ah non, c'est tout le monde. Toute personne, parce que cette clause F-là s'applique à tout locataire. En autant que la bâtisse est construite depuis moins de 5 ans ou moins. Donc, je veux dire, ça peut être un couple de 25 ans, il se retrouve avec la même situation, il a soit un bail, l'année ensuite, il doit accepter le montant sans pouvoir contester, et finalement, ou partir dans les 30 jours. Oui. Puis là, je donne l'exemple. Là, maintenant, les gens qui montent sur le boulevard Ouellette, là, il y a 5 ou 6 nouvelles résidences là, avec 4 ou 6 logements. Eux autres, ils rentrent dans la section, ça fait pas 5 ans qu'ils sont construits. C'est ça. Donc, le propriétaire peut, puis là, j'ose pas, je sais pas c'est qui est propriétaire de ces bâtisses-là, mais ces bâtisses-là entrent justement dans l'article F, là. C'est ça, même s'il est habité par des jeunes couples. Oui. Donc, c'est ça. C'est toute nouvelle résidence qui arrive à Thetford, que ce soit une résidence de personnes aînées ou que je veux dire, un autre immeuble, comme on construit actuellement au niveau de l'Expo agricole, c'est exactement le même avantage. Partout ce qui en pousse un, qui est un appartement locatif, il est concerné par ça. Donc, c'est 5 ans. Et qu'est-ce que vous demandez, vous autres, quand tu dis pour contrer les abus, qu'est-ce que vous demandez dans la pétition exacte? Bien, faire retirer cet article F-là.
OK. Et il y a d'autres choses aussi qui sont dans le projet. En lisant les considérants, vous allez voir qu'il y a d'autres choses qui se passent. Parce que c'est pas évident. Il y a des privilèges particuliers aussi qui s'attachent à ça. Souvent, le propriétaire, il va remplir le formulaire pour les crédits de maintien d'impôt à domicile. Sauf que vous venez de lui ouvrir toute votre documentation, votre portefeuille. Il connaît toute votre situation financière. Donc, c'est dangereux. Ouais. Quelqu'un qui connaît mon porte-monnaie va tenter d'en prendre un cher de plus cher. Et à ce moment-là, souvent, il y a une absence d'équité. Et le problème, les gens, entre eux autres, ils n'en parlent pas le coût de logement. Ah, bon. Et la pétition aussi, là, je lis le communiqué que vous avez émis, qu'on dit à l'intérieur de cette même pétition, le gouvernement du Québec est également invité à mettre en place un programme de soutien aux petites résidences ayant des difficultés financières plutôt que de permettre à l'ensemble des gestionnaires de logements d'imposer des hausses de loyer sans égard à la capacité de payer. Donc, il y a peut-être des propriétaires qui seraient enclins à vouloir augmenter parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ont des problèmes. Là, vous autres, vous dites, le gouvernement devrait au moins les aider. Ça concerne particulièrement les résidences dans les petites municipalités. Là, on voit dans la région immédiate, dans le milieu rural, qui ont toute tendance à fermer. Ils peuvent quand même, puis des fois, ils sont des résidences de plus que 5 ans, donc ils n'ont plus le droit à ce privilège-là. Donc, à un moment donné, je veux dire, puis là, souvent, on dit la sécurité, pour différents éléments, n'est pas nécessairement là. Donc, c'est un peu ça. Donc, on veut, les personnes âgées, là, toute personne, souvent, quand on vieillit, à ce moment-là, on aime mieux, on est attaché à notre village, on veut y rester. Et ça empêche d'en développer, ça provoque plutôt la fermeture. C'est ça qu'on veut que le gouvernement du Québec se préoccupe de ces petites résidences-là pour permettre qu'à un moment donné, dans les petites municipalités, il existe encore des résidences pour permettre aux gens de demeurer dans leur milieu. Mais, Maurice, il reste 1 minute, là. Je te laisse la minute. Comment ça se fait que le gouvernement ne bouge pas plus vite que ça? Parce que c'est pas la première année là, que vous faites des demandes dans ce sens-là. Moi, je suis parti dans ce dossier-là depuis 2004. On est en 2021. J'ai fait une recherche provinciale, qu'est-ce qu'il y en était, particulièrement au niveau de la sécurité. J'ai fait des représentations. J'étais au niveau d'une organisation provinciale. J'ai représenté ces milieux-là au niveau d'une commission parlementaire 2 fois. Et j'ai été invité à participer sur le comité au niveau du ministère de la Santé et des Services sociaux sur un comité pour établir une certification, des modèles de certification pour aider, mais l'influence politique, était très grande et ce qu'on a proposé n'a pas nécessairement été appliqué. Alors, merci beaucoup, Maurice. J'avais le plaisir de recevoir le représentant de la FADOC de la région de Thetford, Maurice Boulet, qui est venu nous parler d'un problème inhérent au bail de location des logements. Je vous dis à la semaine prochaine.